Alors, je suis Ginette Kolinka. Kolinka, c'est mon nom de femme. Mon nom de jeune fille, c'était Charkaski. Charkaski, c'est pas un nom breton, hein, c'est un nom d'origine russe. Je pourrais être d'origine russe, mais pas de religion juive, mais je suis juive et m'appelant Charkaski, je ne pouvais pas cacher que j'étais juive. Donc, quand Hitler a été vainqueur, Hitler détestait les juifs, il voulait tuer tous les juifs d'Europe. Donc, tout de suite, ça a été la chasse aux juifs. Mais la chasse aux juifs, étant donné qu'on a une apparence tout à fait ordinaire, comme tout le monde, ben, comment allait-il retrouver les juifs? Alors il nous a obligés à aller nous faire recenser. À Paris, je sais, puisque j'y habitais, en province, je ne sais pas. Donc à Paris, il a fallu aller dans les commissariats de quartier pour se faire recenser. C'est-à-dire, on y déposait nos adresses, et ils avaient nos noms, ils avaient nos adresses, et on sortait de là avec sur nos cartes d'identité un gros tampon marqué juif. Mais le but, c'est de nous repérer, mais aussi de nous humilier. Donc, si la carte d'identité, on la met dans la poche, personne ne va qu'on est juif. Alors, on va nous obliger à mettre sur nos vêtements une étoile en tissu jaune, bordée de noir, qui était jolie, et qui indiquait que nous étions juifs. Alors comme ça, tout le monde dans la rue voit qu'on est juif. C'est sûr que quelquefois, j'ai pas mis mon étoile, hein, parce qu'il y avait plein d'interdits, et puis moi j'avais envie d'être avec mes copines, mes copains, et ça m'ennuyait de ne pas pouvoir l'être. Alors, sans que mes parents le sachent, je ne portais pas mon étoile. Mais c'était très, très, très dangereux, non seulement pour moi, mais pour ma famille aussi. Hein, parce que, admettons, on m'arrête, j'ai la carte d'identité juive et j'ai pas l'étoile, on m'emmène en prison. Et quand on est en prison, comme on est mineur, à l'époque, on était mineur jusqu'à 21 ans. Hein. Donc, il faut convoquer les parents. Et c'est ce qui est arrivé à Simone Veil. Elle fait quelque chose qui était interdit, c'est-à-dire qu'elle fête la fin de l'année scolaire sur la promenade des Anglais à Nice, et les Juifs n'ont pas le droit d'être sur la promenade des Anglais. Il y a un contrôle d'identité, elle sort sa carte d'identité, t'as pas juif, t'as pas le droit d'être là. On l'embarque au commissariat et on convoque ses parents pour venir la chercher. Et bien les parents et elle ne sont jamais retournés chez eux. Ils étaient juifs, on les a déportés. Et ça a été certainement toute sa vie à Simone un grand remords. Parce que son père et son frère sont partis, c'était les seuls qui ont été dans les pays scandinaves. Je ne sais pas ce qu'ils ont été faire, mais en tous les cas, sa mère et sa sœur ont été arrêtés avec elle, et la sœur est revenue, Simone est revenue, mais pas sa mère. Hein. Donc, vous vous rendez compte, le remords qu'elle a eu. Non, moi, ça aurait pu être pareil, mais ça n'a pas été le cas. Donc, nous, on va rester, comme mon père est né à Paris, ma mère non, mais ma mère est devenue française avec son mariage. Donc, toute la famille est née à Paris. Quand Hitler demande qu'on se fasse recenser, il n'y a aucune crainte. Il y a des juifs qui ont quitté la France hein, à cette époque. Ils sentaient venir le danger. Il y en a d'autres qui ont quitté la zone, parce que la France a été coupée en deux tout de suite. Hein. Donc, il y en a qui sont partis en zone libre, pensant que ça serait mieux. Et puis, mais nous, mon père, il ne veut pas qu'on bouge. Hein.
il est né à Paris, il a tous ses enfants qui sont nés à Paris, mes sœurs aînées sont mariées avec des jeunes gens qui font la guerre de 39-40, il y en a même un qui est prisonnier de guerre. Mon père, il n'a même pas un seul soupçon qu'il peut nous arriver quelque chose. Donc on est resté là jusqu'en 42. Mais alors, du coup, rester là, ça veut dire on n'a plus le droit de travailler, les juifs n'ont pas le droit d'être en contact avec les personnes qui ne sont pas juives, donc il y a plein de métiers qui vous sont interdits. Les médecins, les chirurgiens, les artistes, les commerçants, on ne peut plus travailler. Mon père a un petit atelier, il n'a plus le droit d'être dans son atelier parce que lui, il est juif et pas ses ouvrières. Donc, mais moi, je ne réalise pas le côté catastrophique. Ben, si on ne peut pas travailler, comment on va gagner la vie? Je suis jeune et je ne me rends pas compte de tout ça. Moi, au contraire, je trouvais que c'était agréable. J'étais toujours avec mes sœurs, alors qu'habituellement, elles travaillent, je ne peux pas être avec elles. Là, maintenant, tout partout où elles vont, elles m'emmènent, elles me baladent avec elles. Mon père, on ne le voyait presque pas. Ben là, maintenant, on le voit beaucoup. Ma mère, c'était la mère au foyer, ça ne changeait pas. Non, moi, j'ai trouvé cette période agréable. Et jusqu'en 42. Alors en 42, un monsieur, un soir, je me souviens, il était assez tard, mais à l'époque, on ne faisait pas attention à tout ça, et il se présente, il nous montre ses papiers, et il travaille à la préfecture de police, et il a eu sur son bureau un dossier qui nous concernait. Mon père, naturellement, est inquiet. La préfecture de police, on est juif, mais alors ce monsieur le rassure, non, 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 vous êtes pas, vous êtes en règle, hein, n'ayez plus crainte, mais vous êtes dénoncé, et on était dénoncé parce qu'on était communiste. Alors bon, maintenant, je ne savais même pas que mon père avait des opinions comme ça. Il n'y avait pas la télévision à l'époque, alors donc les enfants, les parents ne vont pas discuter politique devant leurs enfants. Non, moi je ne savais même pas. Peut-être que je savais ce que c'était communiste, mais ça s'arrêtait là. Mais par contre, c'est vrai qu'on partageait l'appartement avec ma sœur aînée, et ma sœur aînée et son mari avaient vraiment beaucoup, beaucoup de relations. Mais moi, je ne pensais pas aux communistes, moi je pensais à la résistance. Parce qu'ils cachaient du monde. On voyait bien que les gens qui venaient, c'était pour se cacher. Ils rentraient le soir tard, ils partaient tôt le matin, ou il y en a même qui ne bougeaient pas pendant toute une journée, 2 jours. Il y avait un aller-venu à la maison qui me semblait louche, mais pas du tout communiste. Pour moi, c'était de la résistance. Et j'étais presque fier. Hein. Bon, et quand ce monsieur nous a prévenu qu'on était repérés et qu'on avait intérêt, puisqu'on était juif et communiste, à quitter la zone occupée, du coup, mon père et ma sœur aînée ont préparé le départ. Alors, naturellement, le départ, on est juif, on a une carte d'identité avec un tampon. Les juifs n'ont pas le droit de quitter le lieu où ils se sont fait recenser. Alors bon, on est recensé à Paris, on n'a plus le droit de quitter Paris, la banlieue. Et il faut qu'on parte en zone libre. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Faire des faux papiers. Hein. Alors ça, les faux papiers, puisque ma sœur, mon père sont communistes, il y a des résistants, ça a été très facile pour trouver des faussaires. Les autres, quelqu'un qui n'est pas dans la course, comment ils ont trouvé des gens pour faire des faux papiers, ça, je n'en sais rien. En tout cas, pour mon père, pour ma sœur aînée, c'est facile, et on va faire des faux papiers. Alors, tant qu'à faire des faux papiers, vous pensez bien qu'on ne va pas s'appeler Zizerman ou Charkaski. Hein. On va prendre un nom de consonance bien française. Parce qu'on peut être étranger sans être juif, mais on va nous poser des questions. Donc, on a des amis, ils vont nous prêter leur nom,
en nous donnant aussi les détails, où est-ce qu'ils ont été baptisés, où est-ce qu'ils ont fait leur première communion, où est-ce que les parents se sont mariés. On a plusieurs adresses d'églises qui prouvent qu'on n'est pas juif. Et puis, on va trouver moyen de passer la ligne de démarcation, parce que pour aller aux eaux libres, il faut passer la ligne de démarcation. On aurait pu la passer d'une façon officielle, puisqu'on a des faux papiers. Mais ces faux papiers, on ne sait pas s'ils sont bien limités. Les professionnels, eux, le voient. Mais nous, on les a payés, ces faux papiers. On pense qu'ils sont bien limités, mais on n'en est pas sûr. Donc, on va passer la ligne de démarcation, mais pas officiellement. Là encore, il y a des personnes qui en ont fait un métier. Ils étaient le long de cette frontière, ils avaient observé à quelle heure passaient les patrouilles, où elles passaient les patrouilles, eh bien, ils en ont fait leur métier, ils sont devenus des passeurs. Naturellement qu'ils ne le faisaient pas gratuitement. Mais on était bien content de les trouver, parce que sans eux, comment qu'on aurait été en zone libre. Donc, mon père ne veut pas qu'on soit tous ensemble pour passer la ligne de démarcation. Il va nous partager, mais il va y avoir un point de ralliement. Ça a été Aix-les-Bains. Et on s'est tous retrouvés à Aix-les-Bains. Bon, ça veut dire que ça s'est pas trop, que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, puisqu'on est à Aix-les-Bains, mais il y a quand même eu des émotions. Hein. Enfin, on est à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, c'est pas le but. Aix-les-Bains, c'était pour se retrouver tous, la famille. On s'est retrouvés à Aix-les-Bains. Mais le but, c'est d'aller à Avignon. Parce que ma sœur aînée a des amis à Avignon et elle leur avait demandé de nous trouver un endroit pour qu'on puisse être hébergés, toute la famille ensemble. Alors, on s'est retrouvés à côté d'Avignon, à Montfavet. C'est à 6 ou 7 kilomètres. Un monsieur qui avait une très grosse propriété et il nous a loué tout son premier étage. Elle existe encore d'ailleurs, c'est devenu un hôtel. Et puis on va y rester pendant, je crois, dans les 3 mois à peu près. Il y a des, vous savez, les dates exactes, je ne me rappelle pas très bien. Et puis, mais pendant cette période, il faut qu'on trouve du travail, parce que papa a un petit peu d'argent, mais pas au point de rester. On n'est pas pour là en vacances, hein. On est là maintenant pour se refaire une vie. Donc, on va chercher du travail. Alors, j'ai 2 sœurs qui font les marchés. Mon père va se renseigner si on peut faire. Eh ben, c'est faisable, il faut avoir des autorisations spéciales, il faut avoir de la marchandise, il faut avoir du matériel, et si on a tout ça, on peut très bien. Il y a des cars qui partent de la gare d'Avignon tous les jours pour emmener les forains. Tous les jours, c'était ailleurs. J'ai 2 sœurs qui sont secrétaires de métier. Moi, j'ai quitté Paris après avoir fait 1 an d'école commerciale. J'ai un petit diplôme, mais j'ai jamais travaillé. Donc, toutes les 3, on cherche le travail dans les bureaux, mais Avignon, c'est pas une ville industrielle. On ne trouve pas, mais on nous conseille d'aller voir à côté d'Avignon, il y a une banlieue qui s'appelle Vedène, c'est à 7 km d'Avignon, et là, il y a une grosse boîte de Paris qui a quitté Paris au début de la guerre et qui est venue s'installer les bureaux à Vedène. Peut-être que là, vous allez avoir une chance de trouver du travail. Alors, naturellement, on va y aller. Mes sœurs, des professionnels, vous pensez bien que tout de suite, mais il n'y a pas de problème, mesdemoiselles, vous commencez quand vous voulez. Mais moi, la débutante, ils n'ont pas besoin de moi. Les débutants, ils ont les leurs. Alors moi, on me dit non, vous, mademoiselle, c'est pas possible. Alors naturellement, certainement que je devais faire une triste mine et peut-être que ce chef du personnel était brave, ou ce que je sais. En tous les cas, il s'est rétracté, puis oh, bah, après tout, on va vous garder. Bon, bah, ça y est, on est tous les 3 à travailler dans les bureaux. Et
on va faire travailler comme ça jusqu'en 43. En 43, la France est complètement occupée, donc cette grosse boîte de Paris n'a plus de raison d'être en zone libre. Ils vont remonter sur Paris, ils amènent leur personnel, ceux qui veulent les suivre, mais nous on ne peut pas les suivre, on ne peut pas aller à Paris. Hein. Donc on va rester à Avignon et on ne va même pas chercher du travail dans les bureaux. Pourquoi? Parce que mon beau-frère, le mari d'une de mes sœurs aînées, avait déjà commencé les marchés et il travaillait très bien. Donc, celle qui travaillait avec nous dans les bureaux va le rejoindre et ils vont faire les marchés ensemble. Et nous, les deux plus jeunes, c'est moi la plus jeune de la famille, c'est moi, mais ma sœur a 2 ans de plus que moi. Et bien, toutes les deux, on va même pas non plus chercher de place dans les bureaux. Le maire d'Avignon, là encore, je ne sais pas comment papa est entré en relation avec lui. Déjà, à mes sœurs, il leur a fourni un petit logement, et à nous, il nous a fourni une maison en plein centre d'Avignon. Elle n'était pas habitée depuis quelque temps. Il nous l'a louée, ma mère a arrangé tout ça, c'était devenu quelque chose de très familial. Donc, on est à Avignon, et nous aussi, on va faire les marchés. Mais comme nous, on est plus jeunes, et que ce que font mes sœurs aînées, c'est fatigant, il faut se lever à 5 heures du matin. Donc nous, le maire d'Avignon nous a procuré des places sur les remparts d'Avignon. Tous les matins, on déballait, et puis c'était toute la journée, c'était agréable, pas fatigant, et puis le soir, eh ben, on rentrait, et puis on faisait ça tous les jours. On aurait pu faire ça même le dimanche, mais non. Le dimanche, on ne travaillait pas. Et on a été comme ça jusqu'au 13 mars 44. Le 13 mars 44, c'est encore en hiver, hein, mais il fait une belle journée et le soleil commence vraiment à chauffer et les conditions étaient très très agréables ce jour-là. On était deux à l'étalage habituellement, donc quand la veille, partait la première déjeuner, et ben le lendemain, elle partait la deuxième. Et bien ce jour-là, à l'étalage, on est trois. Une cousine et nous rendre visite. Et comme on est trois, ça change les choses. Qui va partir la première? Alors on tire au sort, et c'est moi qui dois partir la première. Et vous vous rappelez ou vous vous rappelez pas, il fait très beau, une belle journée, mais moi je suis aussi, à mon goût, un petit peu trop rondouillard. Donc j'essaye de faire des régimes pour maigrir, mais comme je suis gourmande, ben, c'est difficile. Et là, aujourd'hui, ce 13 mars, il fait très beau, et ben je veux pas aller déjeuner, je vais vivre sur mes réserves, et moi, je reste à l'étalage, et c'est ma sœur et ma cousine qui vont déjeuner. Elles reviennent au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, en me vantant les qualités du repas, et comme je suis gourmande, j'ai été déjeuner. Et quand j'ouvre la porte, il y a 3 messieurs qui sont là, 3 messieurs que je ne connais pas. Il y en a un habillé tout à fait normalement, donc je ne vois pas pourquoi que je sais pas pourquoi qu'il a. En tout cas, il n'a pas ouvert la bouche. Je ne sais pas s'il est français, pas français. Par contre, il y en a 2 autres qui sont là, mais ceux-là, c'est même pas la peine. Ils sont habillés avec manteau de cuir et chapeau de cuir. C'est l'uniforme de la Gestapo. La Gestapo qui est là, et devant eux, il y a mon père qui avait 61 ans, et puis il y avait mon petit frère qui a 12 ans, et mon neveu qui a 14 ans. Les enfants étaient venus déjeuner parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cantine. Alors, ceux qui n'étaient pas loin rentraient déjeuner chez eux, et puis ceux qui étaient loin, ben, ils emmenaient leur casse-croûte. Donc, ils sont là, ils ne sont jamais retournés dans leur établissement scolaire. Moi, j'arrive, le bec enfariné pour déguster le repas qui est si bon, et qui
je ne sais pas, est-ce que c'est papa qui m'a dit, on nous a dénoncé, on est juif? Est-ce que c'est la Gestapo qui a dit, oh, vous êtes juif, on vient vous arrêter? Mais quand j'ai entendu le mot juif, je me suis révoltée. Mais non, on n'est pas juif. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. On a passé la ligne de démarcation. Et là aussi, nous, on a dit, vous êtes juive. Puis on a dit non. Et on a donné des adresses. Et puis, ils nous ont relâchés. Moi, là, je crois que c'est pareil. Donc, mais non, on n'est pas juif. Ah, là, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que on est dénoncé, on est juif. Et en plus, il y a des personnes qui sont là, et la Gestapo connaît les coutumes chez les Juifs. Quand un bébé du sexe masculin vient au monde, on pratique la circoncision. Donc, la Gestapo connaît les coutumes. Moi, je dis, mais non, on n'est pas juif. Alors, nous, quand on n'était que des femmes, ils auraient bien pu vérifier. Il n'y a pas de preuve. Mais là, il y a papa, Gilbert, Jojo, 3 personnes qui sont là, du sexe masculin. Ils les emmènent à la cuisine, ils les font déculotter, ils sont circoncis. Et bien, ça veut dire que celui qui nous a dénoncés avait raison. Et on est embarqué immédiatement. Embarqué immédiatement. Il y avait des tractions avant devant la maison. Est-ce que je les ai vus? Est-ce que je les ai pas vus? Je ne crois pas les avoir vus, mais même si je les avais vus, je n'aurais pas eu peur. Ça faisait 2 ans, plus de 2 ans qu'on était à Avignon, et puis les gens nous avaient acceptés. Bon, donc, on est embarqué, on va être en prison à Avignon. On est le 13 mars 1944, on dort en prison à Avignon, on est tous les 4 ensemble, et le lendemain matin, on nous dit, vous restez pas là. En effet, il y a un car qui est à la sortie de la prison d'Avignon. Il est plein de juifs qui ont été arrêtés, comme nous la veille, comme d'autres 15 jours avant, un mois avant. En attendant, le car est plein de juifs qui ont été arrêtés. Et ce car va nous emmener à Marseille. Alors, le Marseille, c'est une prison des Baumettes. Elle est très connue. C'est des prisons modernes. Moi, je me prenais pour une vedette de cinéma. Vous savez, c'est ces prisons, vous avez du sol au toit, il n'y a pas de plafond. Vous avez les cellules qui sont là tout autour de ces étages. Et on va rester. Alors, moi, j'ai appris que mon père, mon frère et mon neveu étaient dans des cellules, alors que nous, les femmes et les enfants, eh bien, on était dans des salles communes. On y est resté on a été arrêté le 13, le 14 mars. On est resté du 14 mars jusqu'à fin mars en prison au Baumettes à Marseille. Là, le 14 mars, la fin mars, on nous prévient, on s'en va, mais ça, on savait, tous les juifs qui étaient arrêtés savaient que c'était pour aller dans un camp de travail. Donc, on est maintenant, on va quitter la prison des Baumettes, on va aller se retrouver à Drancy. Drancy, c'est une banlieue. Le gouvernement de l'époque voulait que les gendarmes habitent avec leur famille sur leur lieu de travail. Donc, ils avaient commencé à installer des gratte-ciels. C'était les premiers gratte-ciels qui sortaient de terre. Et puis, à la base de ces gratte-ciels, eh bien, il y avait des bâtiments pour les bureaux, très certainement, et ça avait comme une espèce de grande cour rectangulaire, et autour de cette cour rectangulaire, ben, il y avait des bâtiments de 2 étages. C'était là qu'on logeait. On est resté, je vous ai dit que j'étais arrivé, je ne me rappelle plus, le 13, au mois de mars, hein, je crois. On a quitté le 12 avril 1944. On nous prévient, ça y est, c'est le départ. On quitte Marseille pour aller à Paris. Paris, c'était Drancy. On est parti en train, un train normal. On avait un wagon qui nous était réservé.
il était surveillé par des gendarmes français, des gendarmes allemands. On arrive à Paris, on est à la gare de Lyon, là il y a un autobus qui nous attend. Là, je revois de nouveau mon père et mon frère. Le train, on n'a pas voyagé ensemble, on n'avait pas le droit. Et on se retrouve dans les autobus. Et là, maintenant, on va arriver à Drancy. Alors, Drancy, je vous l'ai décrit, peut-être, je ne sais plus, je me rappelle plus ce que j'ai dit. En tous les cas, à Drancy, on était prisonniers, on n'avait pas le droit de sortir de Drancy, du bâtiment de Drancy, mais par contre, on n'avait rien à faire. Il n'y avait pas de travail, il y avait... Alors, je me souviens, le premier jour, je suis toute la journée avec mon père, je ne savais pas trop quoi lui dire, ça me semblait très très long. Alors le lendemain, ils ont demandé des bénévoles pour faire des corvées, et j'ai accepté, et du coup, on m'a mis à la corvée de pluche. Donc, tous les matins, je me retrouvais avec d'autres jeunes et à éplucher les légumes. Ben, quand on est jeune, même si on était dans un lieu un peu inquiétant, on ne se rendait pas compte. Donc, allez, vas-y, que je te chante, que je raconte des blagues. Tout. Il y a même des petits flirts qui se sont créés. Et on est resté jusqu'au 13 avril 1944. Le 12, on nous a prévenu, ça y est, c'est le départ, demain matin, avec vos bagages, si vous en avez, et on est dans la cour de Drancy. Nous, on n'a pas de bagages, parce qu'on ne nous a pas dit d'emmener quelques affaires quand on est venu nous arrêter, et maintenant on est là derrière, il y a les autobus qui sont là. Est-ce qu'on va aller en autobus dans le camp de travail? Est-ce que, comme on ne sait pas, il y a un peu de bousculade, parce que tant qu'à faire, on veut être avec la famille et puis les amis qu'on s'est fait. Moi, je suis contente, j'ai ma famille, j'ai mes amis, on est dans le même autobus, et il va nous déposer à la gare de Bobigny. À la gare de Bobigny, les gendarmes français et les agents de police français vont partir, et on est aux mains de l'armée allemande. Ah, c'est plus pareil. Ce sont des hurlements, des commandements, on nous oblige d'être en rang, on trouve qu'on n'est pas bien en rang, on nous reçoit des coups de pied parce qu'on a un pied qui n'est pas bien mis, l'autre qui est trop droit en avant, trop en arrière. Quand on est enfin en rang comme ils veulent, là, on nous dirige sur le quai de la gare. Sur le quai de la gare, il y a un train. Un train qui est là, les wagons sont ouverts. Ce n'est pas des wagons voyageurs, c'est des wagons de marchandises. Ginette pense que ces wagons de marchandises vont partir, puis il va y avoir un train qui va venir avec, à l'époque il y avait 3 classes. Marseille-Paris, on est voyagé en 3e classe. Je pense que ça va être pareil. Il va y avoir un wagon, que des wagons 3e classe. Eh ben non. Le train, les wagons de marchandises qui sont là, c'est pour nous. Alors, on va nous pousser, il faut monter vite. Alors, il y en a qui ont des bagages, on n'a pas le temps de les installer, ils sont groupés, on est monté avec, et maintenant, les portes vont être verrouillées, et on va découvrir les lieux. Ben, nous, on n'a pas de chance. Notre wagon, il n'y a pas de fenêtre. Il y a des fenêtres, mais il y a des volets. Et puis ces volets sont fermés. Alors il y a quand même un petit peu d'air qui passe, parce que les planches ne sont pas complètement soudées. Alors il y a un petit peu d'air, un tout petit peu de lumière qui passe, mais nous, on est dans la pénombre. Alors que dans certains wagons, eux ont eu de la chance, il y avait des fenêtres aux extrémités, naturellement avec des grillages ou avec des barreaux, mais ils ont vu le jour, ils ont vu la nuit, ils ont vu les gares qu'ils traversaient, donc ils savent la direction. Nous, on ne sait rien. Alors, on est dans la pénombre. Malgré tout, on a tous pu s'asseoir. Je lis des souvenirs de déportés qui disent on était tellement qu'une partie était debout et l'autre assis, et on se relayait. Non, nous, on a tous été assis.
Je me souviens que quand on avait les jambes tellement mélangées, je dis, ah ben dis donc, comment qu'on va faire quand on va avoir besoin d'aller aux toilettes, ou comment qu'on va faire quand il va falloir partir. Ben ça, c'est ça. On a vu ce qu'il fallait faire. Et puis, alors, je ne pourrais pas vous dire si le trajet m'a semblé très très long, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, mais ce que je me rappelle, c'est l'arrivée. Les portes, le train va s'arrêter, les portes vont être déverrouillées, et ça a été un moment très très agréable, parce qu'un air très 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 froid a pénétré dans le wagon, mais ça sentait tellement mauvais dans ce wagon qu'en un rien de temps, la mauvaise odeur a disparu. Mais la mauvaise odeur a disparu, mais c'est biscuits. Alors, est-ce qu'il y en avait un, est-ce qu'il y en avait plusieurs, je ne sais pas, nous poussent pour qu'on descende du wagon. Ils veulent qu'on fasse vite. Comme il y avait des enfants, il y avait des mamans qui avaient habillé les enfants, il fallait les habiller. Elles voulaient récupérer leur bagage. Les ordres arrivent, on ne s'occupe de rien du tout et on doit descendre immédiatement du wagon. Je suis donc assise sur le sol du wagon, prête à sauter sur le quai, quand j'entends des commandements, des hurlements, et je ne comprends pas un seul mot, et je demande autour de moi qu'est-ce qu'ils disent, et on me traduit les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui n'aiment pas marcher. Le train s'est arrêté, mais ce n'est pas le lieu du camp. Il va falloir marcher, ça va être pénible, c'est à travers champs. Donc, ils ont mis à notre disposition des camions. Les gens qui sont fatigués, les gens qui ne veulent pas marcher, les camions sont là pour ça. Moi, j'entends ça. Papa, Gilbert, prenez le camion. Parce que pour moi, papa était vieux. Et puis Gilbert, mon frère, s'était trouvé mal. Donc, eh ben, ils vont monter sur les camions. Et quand je me suis retournée, moi, je voulais leur faire un petit bisou, eh ben, ils étaient déjà partis. C'est pas grave, puisque sans arrêt, les officiers nous rassuraient. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous allez tous vous retrouver dans le camp. Alors maintenant, on est tous rassemblés sur le quai. Et je peux vous dire qu'on est des milliers. Un train complet qui est descendu du quai. Certains, quelques-uns sont montés sur les camions parce qu'ils étaient fatigués, mais les autres, on est tous mélangés, hommes, femmes, enfants. Et maintenant, les ordres arrivent, les hommes d'un côté, et les femmes et les enfants de l'autre. De nouveau, on est séparés, et maintenant, de nouveau, les ordres arrivent. Il faut se mettre 5 par 5. Et 5 par 5, on doit marcher et, à un moment donné, s'arrêter devant ces officiers qui sont là. On apprend que ce sont les commandants du camp, les médecins du camp. Ils vont nous arrêter, pas longtemps, 1 minute peut-être, 2 minutes, j'en sais rien, le temps de nous observer, et à peine observé, d'un geste, ils vont vous envoyer à droite ou à gauche. On est ensemble, avec moi, des personnes assez jeunes, costauds, pas très 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 jeunes, mais au moins on a vraiment l'air d'être en forme. Alors que l'autre côté, aïe aïe aïe, là c'est pas pareil. Là ils sont des milliers et mélangés, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des personnes très très âgées, il y a des personnes handicapées, il y a des femmes enceintes, tout le monde est ensemble, et nous aussi. Et nous aussi, les costauds, on va partir à pied à travers les champs. Et c'est vrai, c'était pénible, nos chaussures collaient dans la terre, il fallait faire des efforts pour retirer les pieds de la terre, et puis ceux qui nous accompagnaient trouvaient qu'on ne marchait pas assez vite. Et à un moment donné, du chemin, on aperçoit de la fumée, des cheminées. Vous vous rappelez, moi j'allais dans un camp de travail. Donc
je pense que c'est l'usine où je vais travailler. Et comme je savais que j'allais ou travailler en usine ou dans les champs, ben les champs, on est en train de les traverser. Et maintenant, on est dans le camp. Et moi, dans le camp, j'imaginais un camp de travail avec quelques baraques pour loger les ouvriers. Et puis l'usine. Ben, l'usine, elle est là. Je vois les cheminées, je vois la fumée. Qu'est-ce qu'on y fabrique? J'en sais rien, parce que ça dégage une drôle d'odeur. Mais par contre, quelques baraques. Alors, c'était pas quelques baraques. Hein. À perte de vue, des baraques, des baraques. Bon, bah, j'ai jamais été dans un camp de travail. Celui-là, il doit être très important. Et ce qui me chiffonne dans ce camp de travail, c'est que il y a des barbelés. Il y a des murs de barbelés. Et ces murs de barbelés sont partagés par des miradors, où on voit des soldats. Il y en a très proches les uns des autres. Ils ont des mitraillettes dirigées à l'intérieur du camp. Puis on aperçoit des miradors beaucoup plus éloignés, très très éloignés, mais en hauteur. Et puis on aperçoit des silhouettes dans ces miradors en hauteur. Je vous dis, j'ai jamais été dans un camp de travail. Bon, ben, je ne connaissais pas. Et maintenant, on va nous diriger vers une espèce de bâtiment en pierre. Je crois que c'est le seul bâtiment qui est comme ça. On va rentrer dans ce bâtiment. Il y a plusieurs salles. On est dans une salle complètement vide, mais des tables qui sont là, parallèles à un mur. Et derrière ces tables, il y a des femmes. Les tables, là, peut-être pas, je ne me rappelle pas, 3, 4, 5, j'en sais rien. Nous, on est devant ces tables, on va nous obliger à être en rang, toujours pareil, on n'est jamais rangé comme ils veulent, et quand on est rangé comme ils veulent, alors les ordres arrivent, déshabillez-vous. Alors, on a des manteaux, on a des vestes, on enlève, il faut se dépêcher, Schnell. Ah bon, ça veut dire qu'il faut encore enlever. Alors bon, on est en pull vert, en jupe. Allez, là encore, Schnell, ça veut dire que ça aussi, il faut les enlever. Alors on est en combinaison. À l'époque, aucune femme ne portait toujours, entre les affaires et la culotte et soutien-gorge, il y avait la combinaison. Donc, il faut aussi enlever la combinaison. Alors on va rester en culotte et en soutien-gorge. Eh bien non, ils exigent de nous une nudité totale. Les autres camarades, comment ont-elles pris ça? Moi, je n'en sais rien. En tous les cas, personnellement, moi, ça m'a rendu malade. Et quand on me demande qu'est-ce qui était pire, toujours, je répète la nudité. Donc, j'ai honte, je suis nue, j'ai que 2 mains, je me cache les seins, je me cache les sexes, j'ai les yeux fixés sur mes doigts de pied, mais malgré tout, quelquefois, j'ouvre les paupières et je vois des corps de femmes que je connaissais même pas. Je savais pas qu'on pouvait avoir des corps déformés. Moi, j'ai jamais vu des femmes nues. J'ai vu que le mien, c'est tout. Vous savez, à l'époque, il y avait des salles de sport, mais comme il n'y avait pas de douche dans les salles de sport, on n'avait pas l'occasion de se déshabiller. On allait dans une salle de sport, on avait la tenue, la culotte de gymnastique ou le short, et puis on repartait avec cette tenue-là, et puis voilà. Tandis, donc, moi, je vois des corps de femmes que je ne connaissais pas. Alors maintenant, je suis nue, c'est à mon tour d'être devant la table. Elles sont 2. Il y en a une qui a un registre. Alors, est-ce que c'est moi qui ai écrit? Est-ce que c'est elle qui a écrit? Je ne m'en souviens pas. Mais en même temps, comme je me cachais les seins et que je me cachais le sexe, eh bien, elle prend mon bras et puis sur mon bras, elle me met, voilà, je vais vous montrer parce que c'est vous, un numéro. Alors, ce numéro, est-ce que ça voulait dire que j'étais, parce que mon numéro, c'est 78 500
99. Est-ce que ça veut dire que je suis la 78 599 à être entrée dans le camp? Je n'en sais rien du tout. En tous les cas, c'est mon numéro. À partir de ce moment-là, c'est plus la peine de s'appeler Ginette, Yvette ou Simone. On est un numéro. Je peux même vous dire que ce numéro, est-ce que je m'en suis rappelé, est-ce que je m'en suis pas rappelé? Je crois que jamais, jamais on vous a appelé par mon numéro. Mais je m'en souviens pas. En attendant, maintenant, alors maintenant, on va nous habiller. Alors souvent, je pose des questions aux élèves, comment tu vois les déportés habillés? Il y a toujours un tas de réponses un peu bizarres, mais personne, très très rarement, les jeunes me parlent de vêtements rayés. Moi, le peu de détails que j'ai vus dans les actualités, quand on montre les déportés, ils sont avec des vêtements rayés. Donc j'attends toujours qu'on me dise qu'on donne cette réponse. On me la donne rarement, mais quand on me la donne, je suis contente pour dire non, pas les juifs. Nous, on n'a pas le droit aux vêtements rayés. Nous, on va être habillés avec les vêtements que les déportés ont pris quand ils étaient arrêtés. On nous arrêtait, prenait quelques vêtements, il y en a qui prenaient ce qu'ils avaient de mieux, il y en a qui prenaient ce qu'ils avaient de moins bien, et ces vêtements arrivaient dans le camp. Ils arrivaient dans le camp, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais quand on descendait des wagons, on n'avait pas le droit d'emmener les bagages. Les bagages, c'était un commando. Commando, c'est un groupe de travail qui était chargé de prendre tous les bagages que les Juifs avaient amenés avec eux. Ces bagages sont groupés dans un coin du camp qu'on appelle Canada. Et les gens qui travaillaient au Canada étaient chargés d'ouvrir les bagages, les valises, et de trier ce qui était dedans. Si c'était bien, ça partait en Allemagne. Et si c'était pas bien, pour habiller les Juifs, c'était largement suffisant. Alors, on était habillés avec des vêtements disparates, pas déchirés quand même, mais tachés, des taches de graisse, des taches de sang, des taches décolorées parce que c'était très vieux, déformées parce que c'était mal coupé. On était habillés comme ça. Une fois qu'on est habillé, maintenant, on va nous emmener. Alors, on parle de. Non, d'abord, avant de nous habiller, on nous emmène à la douche. J'oubliais, vous voyez. Alors, on est nus, on nous parle alors, on nous a enlevé les cheveux, on nous a enlevé les poils du sexe, les poils sous les bras, et maintenant, on nous parle de douche. Alors, on est contente. Les cheveux qui ont coulé sur la peau, on ne s'est pas lavé pendant 3 jours, 3 nuits dans les wagons. Alors, vous pensez bien que la douche, c'est le moment agréable. On arrive dans une salle de douche, il y a quelques pommes de douche qui sont au plafond, on nous sépare par petits groupes, on est 3, 4 sous une pomme de douche, on est là, plantés, nus, on attend, pas d'eau, on attend, toujours pas d'eau. On ne nous a pas donné de savon non plus. Puis ça y est maintenant, l'eau commence à couler. Elle est glacée. On hurle. On a à peine fini d'hurler qu'elle est bouillante. De nouveau, on hurle. Et on est à peine humecté qu'on nous chasse. On nous chasse pour laisser la place aux autres. Et nous, on est dans une salle. On a pris une douche. On cherche les serviettes. Et ben, on les cherche toujours, les serviettes. Pas de serviettes. Pas de serviettes, mais comme les vitres sont cassées, ça fait des courants d'air. Donc, on va sécher comme ça. On ne s'est jamais essuyé. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'on séchait, pendant qu'on attendait les autres, il y en a qui ont parlé. Et elles ont parlé la même langue que celle qui les rasait, la même langue que celle qui les tatouait. Alors, quand est-ce qu'on va voir ceux de la famille qui sont montés sur les camions? Et presque contente de nous apprendre qu'on ne les reverra plus. On ne les reverra plus. Non, non. Cette odeur, cette fumée, c'est pas ton usine, Ginette. C'est l'usine de la mort.
on apprend tout de suite que tous ceux qui étaient montés sur les camions, c'était pour aller dans les chambres à gaz. On les a assassinés. Alors, tout de suite, on nous parle de chambres à gaz, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une fois qu'ils ont été assassinés, leurs corps vont passer à être brûlés. Et c'est ça l'odeur de cette fumée qu'on ne sait pas définir. Vous pensez bien que personne de notre groupe n'a cru cette histoire. Pas possible. Moi, papa, Gilbert, je ne peux pas contrôler. Ils sont dans le camp des hommes. Mais celles qui étaient avec leur mère, leur grand-mère, leur sœur, leur tante, elles ne les ont jamais pu revenir. Donc, on ne le croit pas le matin, on ne le croit pas à 1h l'après-midi, le soir, on n'y croit pas, et puis le lendemain, alors, on est sûr, les gens ont raison. On a tué toutes les personnes qui étaient sur les camions. Et maintenant, nous, on est là, on va nous emmener. Alors, on nous a habillés très mal, mais on nous a habillés. Et puis maintenant, on n'a pas pris de douche. Donc, si on n'a pas pris de douche, on n'a pas pu faire notre petit pipi qu'on aurait pu faire alors qu'on avait des besoins. Dans le train, on n'a pas pu se soulager comme il faut. Alors là, maintenant, on nous parle de nous emmener aux toilettes. Vous pensez bien qu'on est contente. Et quand on nous a emmenés aux toilettes et qu'on a vu ce que c'était, là encore, pour moi, c'est le comble de la haine d'avoir créé ça. Comment que des êtres humains ont pu avoir l'idée, par haine, d'obliger les gens à faire leurs besoins. Côte à côte, dos à dos, des centaines de femmes font leurs besoins ensemble. Ça, c'est quelque chose que jamais je veux louper. Je montre que si je vais à Birkenau avec des personnes, je veux toujours leur montrer cet endroit-là. Pour moi, ça, c'est le comble de la haine. Alors, vous pensez bien qu'on n'ose même pas faire ses besoins. Vous êtes le socle est dégoûtant. Pourquoi que c'est dégoûtant? Parce qu'on a attendu pour faire ses besoins, et puis quand on arrive, vous avez les trous, c'est des trous qui sont côte à côte et dos à dos. Donc, si vous avez quelqu'un qui est déjà sur un trou, eh bien, vous pouvez pas, il faut que vous attendiez. Eh bien, comme on a du mal à attendre, eh bien, vous allez prendre la fille qui est sur un trou, vous allez la retirer, elle n'a pas terminé, donc il y en a sur le socle. Elle, vous qui vouliez avoir un trou, vous pouvez plus vous retenir. Il y en a par terre aussi, donc c'est des endroits dégoûtants. Et la première fois, je me rappelle, je voulais même pas m'asseoir parce que j'avais vu celle qui avait quitté le lieu, comment qu'elle était dégoûtante. Donc, je m'étais restée sur le trou, mais pas assise carrément. Et bien, celle qui s'occupait du lieu qui le surveillait, elle s'est amenée exprès et m'a appuyé comme ça. Je suis partie avec les fesses sales. Mais alors, quand vous êtes aux toilettes, vous cherchez papier, c'est normal. Ben oui, c'est normal. Mais là, il n'y en a pas. Un confetti, vous ne trouvez pas. Donc, vous allez aux toilettes et vous n'avez rien du tout, même pas un bout de chiffon pour. Alors, j'ai des camarades qui, dans leurs affaires, avaient des affaires qui étaient doublées. Alors, donc, elles se sont servies des doublures pour quelques premières fois s'essuyer. Puis après, ben, il n'y a plus de doublure, il n'y a plus rien. Alors voilà, comment qu'on a fait, moi je me le demande, mais je suppose que jamais, euh, on devait être crasseuse, on devait être dégoûtante, mais dans mes souvenirs, je ne vois pas tout ça. Alors au début, on travaille, le travail n'est pas obligatoire. Les personnes qui viennent nous chercher pour travailler, on les appelle les capots. Comme on n'est pas volontaire pour nous prendre, elles nous frappent, et puis elles vont nous emmener. Alors, au début, quand on est en quarantaine, le travail ne sert à rien. Il va nous servir simplement
pour nous faire connaître la discipline dans un camp d'extermination. Et le fait est qu'on l'apprend tout de suite, parce que le premier travail que vous faites, et naturellement, vous ne le faites pas à leur goût, vous n'avez pas assez chargé votre plateau de pierre, ou bien vous n'avez pas travaillé assez vite, ou bien, eh bien, vous recevez tellement de coups que le lendemain, déjà, on sait qu'il faut travailler comme ils veulent si on ne veut pas recevoir trop de coups. Et puis, alors au début, on est en quarantaine. La quarantaine, ça ne veut pas dire qu'on est 40 jours hein, sans travailler. On va aller dans une autre partie du camp, qui est alors là le camp de travail. Alors, en principe, quand vous avez un travail, vous ne le quittez pas jusqu'à votre mort. Hein. Mais je dis en principe parce que quelquefois, on a la chance de rencontrer des connaissances de la famille qui ont déjà un travail plus intéressant que le vôtre et qui vont vous aider peut-être à travailler avec eux. Moi, ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai toujours été en hausse commando, c'est-à-dire du matin au soir, à casser des pierres, faire des routes, creuser des fossés, tout le temps, par n'importe quel temps, dehors. Parce qu'il a fait des températures sibériennes, moins 25, moins 30 la nuit, mais il a fait aussi des températures très chaudes l'été, et c'était des plus 30, des plus 35, et il fallait quand même travailler. J'ai vu des personnes avoir des cloques brûlées par le soleil comme jamais je n'ai revu. Grosses comme des œufs. Alors naturellement, ces cloques, elles se perçaient et puis ça faisait des abcès. J'ai eu la chance de quitter Birkenau en novembre 1944. Alors, Birkenau, il y avait toujours la hantise de la chambre à gaz. Toujours, on avait peur d'être choisi pour aller pour mourir, parce que par le fait, les nazis voulaient bien nourrir les juifs, mais à condition qu'elles travaillent. Donc, si elles ne pouvaient pas travailler, c'était pas la peine de les nourrir. Alors, quand des sélections, ça s'appelait une sélection. Les sélections, il y en avait à chaque transport, c'est-à-dire quand un transport de France, d'Italie, de Grèce ou n'importe quel pays était annoncé, il y avait une sélection. Les places, elles étaient limitées. Donc, pour laisser rentrer les déportés qui arrivaient, qui étaient en meilleure forme, en principe, que celles qui avaient déjà travaillé, parce que on travaillait, on était mal nourris, donc naturellement, on devenait vite des cadavres, eh bien, on était. Alors, quand un convoi était annoncé, ils nous mettaient nus, et selon notre apparence, toi tu pourras vivre parce que tu peux travailler, toi tu ne pourras pas vivre parce que tu ne peux pas travailler. Donc, ceux qui étaient désignés pour partir à la mort, eh bien, ceux-là, c'était pendant cette sélection. Et toujours, tout le monde avait peur de cette sélection parce qu'il n'y avait pas de glace, on ne voyait pas, on ne se voyait pas nous-mêmes, on voyait les autres, mais nous, on ne pouvait pas se rendre compte comment qu'on était. Ça fait qu'on tremblait tout le temps, peut-être que je vais mourir, peut-être que je ne vais pas mourir. Vous étiez quelquefois avec vos familles, c'était pareil. Moi, j'ai toujours plaint les personnes qui avaient été arrêtées avec leur mère, ou avec leur sœur, ou avec quelqu'un. Moi, j'étais toute seule, et j'avais que moi à penser, mais je crois pas tellement m'avancer pour me dire que au début, oui, on pense encore à la famille, mais au bout de quelque temps, on n'est plus des êtres humains, et je crois qu'on oublie qu'on a une mère, on oublie qu'on a une sœur. À mon avis, je pense que sinon c'était pas viable, je crois, j'en sais rien, mais il me semble. Et j'ai quitté Birkenau en novembre 1944
pour aller travailler, pour aller dans un autre camp qui s'appelait Bergen-Belsen. Pourquoi qu'on nous a emmenés à Bergen-Belsen, je ne sais pas, parce qu'on ne travaillait pas. On ne faisait rien. Comment qu'on passait notre temps, parce que je ne pense pas qu'on pouvait se promener dans le camp, j'en sais rien, je ne m'en rappelle plus, mais ce que je sais, c'est que un jour, à Bergen-Belsen, des dirigeants d'usine ont eu besoin de main-d'œuvre et ils sont venus en chercher dans le camp de Bergen-Belsen. Je suis restée en novembre 1944, j'ai quitté Birkenau pour aller travailler en usine. Et ça a été vraiment la chance. Ma chance, parce qu'en usine, on était mieux considérés, on était mieux nourris, on était mieux habillés, on était mieux logés, et on nous considérait comme des êtres humains. Donc, plus d'hygiène, meilleure nourriture, et on y est resté jusqu'en avril 1945, et puis en avril 1945, on devait travailler, l'équipe de jour devait partir travailler, l'équipe de nuit rentrait, les deux équipes sont bloquées, terminées, plus d'usine, on doit partir parce que les Alliés approchaient. Les Alliés, c'était les Anglais. Donc, on va aller, nous, on va partir en train, mais ça a été pour certaines le train de la mort. On est dans les wagons, entassés, toujours dans le même genre de voyage, vous n'avez rien, un petit peu de paille par terre. Même, là, je crois qu'il n'y avait même pas de seau pour faire ses besoins, même pas un seau avec un petit peu d'eau. Et puis, on a voyagé comme ça. Alors, le train s'arrêtait à tout bout de champ parce qu'il fallait laisser passer les trains prioritaires, il fallait laisser passer les soldats. Et le voyage aurait peut-être duré 2 jours, 3 jours. Il a duré je ne sais combien de temps. Quand on est arrivé au point terminal, dans les wagons, il y avait déjà énormément de mortes qui n'avaient pas supporté le voyage. Je me souviens pas comment qu'on a atteint le camp de nouveau, certainement à pied, mais comment qu'on l'a fait, je n'en sais rien, je ne m'en rappelle plus. Ce que je me rappelle, c'est qu'on arrive dans un endroit, il y a des femmes qui vont nous accueillir. Habituellement, dans les autres camps, quand on commençait à nous injurier, on nous frappait, on ne nous regardait même pas. Ils nous considéraient comme des rien du tout. Et là, au contraire, vous avez des femmes qui sont là, qui nous regardent, elles ont les yeux brillants de larmes. Il y a 2 femmes qui vont m'aider. Elles vont, on est dans un camp, ça s'appelle Theresienstadt. Theresienstadt, c'est comme le camp d'Auschwitz, des anciennes casernes de soldats tchèques. Alors, elles vont nous emmener dans un bâtiment. Il y a 2 femmes qui vont m'aider à monter les marches. Premier, deuxième, je ne me souviens pas. On ouvre une porte et là, des lits. Mais des lits, on en a eu quand on était à l'usine. On avait déjà eu des lits. Mais là, non seulement il y a des lits, mais en plus il y a des draps dans les lits. Moi, j'ai toujours cru, pendant des années, que les déportés juifs qui étaient arrêtés et qui allaient à Theresienstadt avaient droit aux draps dans leur lit. C'était un camp modèle. Quand la Croix-Rouge voulait voir comment les nazis traitaient les juifs, on les emmenait dans ce camp de Theresienstadt. Et il y avait tout un cinéma qui était préparé pour eux. Il y avait une salle de sport, il y avait une salle de musique. Alors, naturellement, la Croix-Rouge n'essayait même pas de voir si c'était vrai ou faux. Oh ben, ils sont bien traités, ils sont bien habillés, on peut partir. Ah oui, mais c'était le cinéma, ça. Et donc, à Theresienstadt, je suis restée 1 mois presque, mais sans savoir exactement ce qu'on m'a fait ou pas fait.
quand je suis arrivée, je me souviens que j'étais très, 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 très fatiguée. Pour moi, c'était de la faiblesse. En fin de compte, non, c'était la maladie. J'ai entendu le mot typhus. Et puis, ce que je me rappelle, c'est que le jour de mon départ de Theresienstadt, je suis avec une autre Française, on est à l'hôpital et on a entendu qu'un camion allait rapatrier les Françaises. On se retrouve dans ce camion, on est encore en tenue d'hôpital, on va dormir la nuit dans un château, je ne sais pas lequel. Je me souviens que des femmes ont forcé l'armoire, ont pris un drap, on n'avait pas de cheveux, ils nous ont donné un petit bout de drap pour cacher nos têtes rasées. Le lendemain matin, on est de nouveau dans le camion qui va nous emmener dans un aéroport à Pilsen, à côté de Prague. On est dans cet avion, c'est pas un avion de tourisme, on est sur des civières, on est attaché sur des civières. On va atterrir à Lyon. À Lyon, on est dans un centre d'accueil. Les gens, on pense à l'interrogatoire, où vous êtes, comment vous êtes. Et puis alors, on est passé devant plusieurs personnes qui nous posent les mêmes questions. Quand ils se rendent compte que vraiment on est bien des déportés, alors vous prévenez vos familles. Ma famille, mais moi j'en ai pas de famille. Je ne peux pas prévenir. Moi, toute ma famille, pour moi, on a été dénoncés, donc tout le monde a été arrêté. Birkenau est tellement, tellement grand qu'on peut se retrouver en famille sans le savoir. Donc, moi, je ne peux pas prévenir ma famille. Par contre, je ne peux pas non plus aller à Avignon parce que je suis trop faible. Je ne peux pas aller à Paris parce que je suis trop faible. Donc, j'accepte d'aller à l'hôpital à Lyon. Je suis dans ce centre d'accueil à attendre. Et les gens venaient nous voir avec ils nous amenaient des gourmandises, de la nourriture, de l'argent. Mais beaucoup venaient aussi avec des photos. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que... Quand on nous montrait des bébés, quand on nous montrait des personnes âgées, on ne leur disait pas, mais non, vous ne les reverrez plus. Ah ben non, on ne connaît pas tout le monde. Et une dame s'approche de moi, je crois qu'elle va me montrer une photo. Elle s'arrête, elle me regarde, mais t'es une fille sarcastique, toi. Comment, oui, moi je me rappelle que je suis une fille sarcastique, mais comment cette femme m'a reconnu ça, je ne sais pas. Je pense qu'elle a dû me le dire, mais comme j'ai plus de mémoire, je ne sais pas. Mais moi j'ai toujours cru que cette femme, j'allais la revoir, et puis qu'elle allait me dire, tu sais, c'est moi qui t'ai prévenu que ta famille était encore. Eh bien, jamais j'ai revu une femme comme ça. Ça fait que peut-être qu'elle est partie en Israël, peut-être qu'elle est morte, peut-être. En tout cas, je ne sais pas qui elle est. Mais maintenant, moi, je sais que ma famille est à Paris. Donc, vous pensez bien que l'hôpital m'attend encore. J'arrive à la gare de Lyon à Paris. Moi, je veux aller directement chez moi. Je me rappelle où j'habite. Non, il faut passer par un grand centre d'accueil qui se retrouvait à l'hôtel Lutetia. Donc je vais à l'hôtel Lutetia avec les autres déportés, on répond aux questions. Quand ils sont contents des réponses qu'on a faites, alors là, oui, vous pouvez rentrer chez vous. Donc, je suis libérée, mes sœurs ne sont pas venues me chercher, ça n'a pas d'importance, moi je ne veux pas attendre, et je prends un autobus qui m'amène dans mon quartier. La rue a changé de nom, mais je me rappelle où elle est. J'arrive devant l'immeuble. À l'époque, les portes cochères n'étaient pas fermées, donc il n'y a pas de code. Je rentre et dans la cour, je croise la concierge qui était là il y a 3 ans. Elle me reconnaît, elle croit me reconnaître, et elle me prend pour mon frère. Ah, Gilbert! Ben non, je ne suis pas Gilbert. Gilbert aurait 13 ans et demi, moi j'en avais 20 et demi, et seulement c'est vrai, j'avais
pas de cheveux, j'étais habillée, je vous ai dit, avec un pyjama d'hôpital et avec une veste de soldat, donc pas de cheveux, veste de soldat, et elle me dit, bah, ta mère t'attend. Je monte, ma mère ouvre, on est dans les bras l'une de l'autre. Moi, j'ai pas pleuré. Ça, c'est sûr. Moi, je ne sais plus ce que c'est que pleurer. Mais ma mère, est-ce qu'elle a pleuré? Est-ce que, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je ne me souviens pas. Ce que je sais, c'est qu'elle m'amène sur le canapé qui est dans le fond de la pièce, et qu'est-ce qu'elle me dit? Demain matin, on va me donner des nouvelles de papa et de Gilbert. Je suis très très faible, j'ai plus de force, mais assez quand même pour bondir, presque en colère. Mais non, maman, tu n'auras pas de nouvelles de papa et de Gilbert. On les a assassinés, on les a gazés, on a brûlé leur corps. Voilà comment que j'ai appris à ma mère comment son mari et comment son fils étaient morts. Mais j'ai jamais eu, jamais, jamais, jamais un brin de remords. Au moins, elle sait qu'elle n'a pas besoin d'attendre. Ceux qui lui ont dit qu'ils allaient donner des nouvelles, c'est pas possible. Donc, elle va les attendre, elle va, à chaque coup de sonnette, elle va dire, ça y est, c'est eux. Non, non, c'est pas la peine. Non, maman, on les a assassinés, tu ne les reverras plus, il faut te mettre ça dans la tête. Et c'est comme ça que j'ai appris à ma mère qu'elle ne les reverra plus. Mais j'ai jamais eu de remords, jamais. Et puis, ma mère, on a vécu 8 ans ensemble. Jamais, jamais on a parlé de ce moment-là. Moi, je reste 1 an, 2 ans toute seule, et j'ai l'occasion de rencontrer un jeune homme. On se plaît, on se marie, on a un enfant. Et c'est quand j'ai eu mon bébé dans les bras, c'est là que les remords me sont tombés dessus. Et là, c'était trop tard. Bon, bah écoutez, je vous ai raconté mon histoire. Savez-vous qu'est-ce qui vous attendait dans le camp? Ah non, pas du Est-ce tout. qu'il y avait des rumeurs qui circulaient sur l'extermination ou... Comment? Est-ce qu'il y avait des rumeurs sur l'extermination Non, ou juste les mais travaux non, forcés? jamais, jamais, jamais. Personne n'est sorti des camps d'extermination pour pouvoir en parler. Personne. On l'a su quand on a été libérés. C'est là que les déportés ont raconté leur histoire, sinon personne n'était au courant. Vous dormez où à Auschwitz? Comment? Vous dormiez où? Ne parlez pas d'Auschwitz. Auschwitz, j'ai horreur de dire Auschwitz. J'étais pas à Auschwitz. Auschwitz, c'était le luxe. On était à Birkenau. On a, malheureusement, les gens, quand ils veulent parler de Birkenau, disent toujours Auschwitz. Mais c'est pas du tout pareil. Auschwitz, c'était le luxe. Les Juifs n'avaient pas le droit d'aller à Auschwitz. Ceux qui étaient à Auschwitz, c'était les déportés politiques. Et quand un Juif allait à Auschwitz, c'était parce qu'il était chirurgien, médecin, ingénieur. Là, oui. Mais le Juif ordinaire n'allait pas à Auschwitz. Et Birkenau, c'est le camp de la mort. Et L'extermination. vous dormez où là-bas? Eh bien, on dormait dans des espèces de niches qu'on appelait des koyas. Les niches, c'était des espèces de cases où on dormait 6 par case. Comment elle était la nourriture dans le camp? J'aime bien des questions comme ça. Mais elle était nulle. Alors, vous avez, le matin, on avait le droit à une espèce d'eau. Si elle avait été chaude, ça aurait peut-être été possible. Mais comme elle traînait à la sortie des cuisines, c'était ni froid ni chaud. Alors, c'était une espèce de boisson tisane qui nous rendait malades plutôt qu'autre chose. Mais au moins, c'était quand même un petit peu de liquide qu'on absorbait le matin. C'est la valeur de 1,5 litre à peu près. La pire chose à laquelle vous avez Mais il n'y avait assisté? que ça. Il n'y avait que des pires choses. Il n'y avait jamais rien de bien dans le camp de Birkenau. Tout le monde était battu, tout le monde était frappé. On ne peut pas dire que c'était... Il n'y a pas pire. Il n'y avait que du pire. Est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives d'évasion? Ah non. Il y a eu des tentatives. Il y a eu une
tentative qui a été par une déportée juive qui avait eu la sympathie des dirigeants. Donc, on l'emmenait parce qu'elle était très érudite, elle était polyglotte, donc elle servait d'interprète. Et en servant d'interprète aux dirigeants, elle avait fait connaissance à Auschwitz d'un résistant. Et comme lui était résistant, il avait des combines à l'extérieur d'Auschwitz, ils ont réussi à sortir. Alors lui, il s'était déguisé en officier, et un officier qui emmenait avec lui un ouvrier, parce que les officiers vivaient en famille, en dehors du camp. Et quelquefois, ils avaient besoin d'un plombier, d'un électricien, donc ils prenaient un déporté qui faisait ce métier. Alors, quand ils sont sortis, lui représentait un officier, il avait réussi à avoir un costume, et il avait déguisé sa copine en garçon qui était un travailleur plombier. Il portait sur sa tête un bidet ou un lavabo, je ne sais plus ce qui s'est dit, et ils sont sortis officiellement comme ça. Seulement, ils ont été arrêtés très, très peu de temps après, je ne sais plus. Il paraîtrait que ils avaient de l'argent qui a semblé bizarre à l'épicière dans laquelle ils s'étaient arrêtés. Elle les a dénoncés, on les a arrêtés. Et nous, un soir, on rentre. Normalement, quand on rentrait du travail, on allait dans nos baraques pour l'appel. Et bien là, ce jour-là, on ne doit pas aller dans les baraques pour l'appel. Il va y avoir un appel sur une place où on va pendre quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Mala. Mala avait été arrêté de nouveau, et on la pendait devant nous. Est-ce que vous pouvez me décrire une journée? Alors, le réveil est à 3h30 du matin. Vous devez tout de suite être à l'appel dehors. Les appels le matin ne durent pas trop longtemps, parce que dans une baraque, on est 600, 700, 800 peut-être. Seulement, comme on est tellement bien rangé que le compte se fait très vite. Quand vous avez été compté, alors vous avez la corvée d'aller chercher les les tonneaux de liquide qu'on appelle café. Alors on va vous distribuer votre ration de café, qui n'est pas du café, pour le matin. Vous allez travailler toute la matinée je ne sais pas si c'est midi et demi, 1h, je n'en sais rien. À cette heure-là, il va y avoir la distribution de nourriture. La nourriture est distribuée par la CAPO. La CAPO, si elle était honnête, remuerait les tonneaux de liquide qu'on appelle soupe. Elle le remuerait, donc il y aurait un petit peu de légumes dans la ration qu'elle vous donne, mais comme elle risque pas de faire ça, parce qu'elle garde tous les fonds de tonneaux pour elle et ses copines, ça fait que vous avez la même ration d'eau que le midi, que le matin, mais ça s'appellera de la soupe. Vous allez retravailler jusqu'au soir. À 18h, le travail s'arrête. Il faut ranger les outils. Vous pouvez être sale, mais vos outils doivent être propres. Comme vous n'avez ni papier, ni chiffon pour essuyer vos outils, eh ben vous avez des mains, vous allez vous servir de vos mains. Puis vous allez rentrer devant votre baraque, et devant la baraque, il y aura l'appel du soir. Alors, les appels du soir sont longs, mortels. Pourquoi? Parce que si le matin, l'appel, c'est uniquement que la baraque, le soir, c'est le camp entier qui doit être compté. Ça fait que vous êtes par baraque. La dirigeante de la baraque, elle vous a compté, elle va amener le total au commandant du camp. Le commandant du camp va faire le total de tout. Manque de peau, il y a
une ou deux personnes manquantes. Alors, on va recommencer et recommencer et recommencer. Est-ce que vraiment c'était des personnes manquantes? Si ça se trouve, même pas. Mais le soir, les appels sont terriblement longs. On est fatigué, on voudrait s'écrouler, et ben on n'a pas le droit. Il faut être debout et au garde à vous. Après, naturellement, le soir, c'est la distribution de nourriture. Alors, ça, naturellement, ça rachète toute la tente que vous avez eue, parce que c'est vraiment la ration qui va solide, si l'on peut dire. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez un pain de mie, à peu près, vous voyez, les fêtes n'ont pas été, il n'y a pas longtemps, vous voyez à peu près la taille d'un pain de mie. Ce pain de mie est partagé en 5. Vous avez 1/5 de pain de mie. Ça veut dire que une grosse tranche de pain. Je dis pain de mie, c'est pas un pain de mie. Le pain allemand, c'est un pain de farine noire. Quand le pain allemand n'est pas mauvais du tout, mais je peux vous dire que dans le camp, ce n'était pas le cas parce qu'il y avait peut-être plus de paille que de farine. En attendant, ce pain, il est précieux. Alors vous avez une grosse tranche de pain et sur cette grosse tranche de pain, vous avez une petite ration de margarine. Vous savez, les petits pots de beurre, quand on va dans un hôtel, on vous donne une petite ration de beurre. Eh bien voilà, ça c'est la ration du soir. Vous avez le pain et votre petite ration de margarine. Mais une fois par semaine, on a le droit à un supplément. Et peut-être que c'est pas tout le monde, parce que quand je parle de ça, j'ai des camarades qui me disent « Mais tu racontes des blagues ». Eh bien, mais peut-être que c'était parce que nous faisions un travail un peu de force. Je faisais des travaux moi, je travaillais dans la terre, je cassais des pierres, j'ai fait des routes, j'ai installé les rails. Peut-être que c'était des commandos très dur et peut-être qu'il nous donnait une petite ration supplémentaire. Je sais que j'avais alors soit une petite cuillère de marmelade, soit une rondelle de saucisson. Mais attention, pas un morceau de saucisson, une petite rondelle. Alors, ce saucisson, dans mes souvenirs, c'est pas du saucisson sec, c'est un genre de saucisson un peu comme du boudin. Voilà, c'est ça mes souvenirs. Mais vraiment, quelques millimètres. Voilà, c'était ça le repas. Et je peux vous dire que si vous voulez maigrir, eh bien, commencez un régime comme ça et vous allez maigrir très rapidement. Mais je ne pourrais même pas vous dire si je sentais la faim. J'avoue franchement que je ne me rappelle pas. Certainement que j'ai eu faim, certainement que j'ai eu froid, mais ça, je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous vous êtes fait des amis dans le camp? Alors ça, c'est encore une très bonne question, parce que justement, il n'y a pas tellement longtemps, il y a peut-être 3 4 ans, un jour, j'ai réalisé que je ne me rappelais de personne dans le camp. J'ai vécu pendant des mois à partager les koyas. Dans la koya, on était 6. Il y en avait 6 au-dessus, 6 en dessous. Eh bien, je ne me rappelle de personne. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je ne me rappelle pas. Par contre, à Bergen-Belsen, je me suis fait des amis et ça, j'ai continué à les fréquenter. Mais à Birkenau, pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, j'avais des amis que je m'étais fait à Drancy ou en prison à Marseille. Eh bien oui, ces amis-là, j'ai continué à les fréquenter et à les revoir. Mais à Birkenau, absolument personne. Pourquoi? Ben, j'en sais rien. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir le coup? Eh bien, je ne sais pas. Je dirais la chance. Il n'y a pas de miracle. Alors, on me parle de qualités que je n'ai pas. La volonté, le courage. Non, rien de tout ça. La chance. La chance
d'avoir été là au moment où il le fallait. Qu'est-ce qui vous a décidé à témoigner? Non, j'ai jamais voulu témoigner, c'est le hasard qui a voulu que je, je fréquente mon association, mais très 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 tard, parce que tout le temps que j'ai travaillé, et ben moi, la déportation, euh, on n'en parle plus. Et puis quand je me suis arrêtée de travailler, je me suis retrouvée veuve, et puis un jour, le hasard a voulu que je passe devant mon association qui tient ses bureaux, c'est un magasin. Donc ce magasin est ouvert, je passe ce jour-là, justement, c'est un jeudi, ils ouvraient le jeudi, et il y avait ce jour-là, le jour d'ouverture, des déportés qui se retrouvent devant un bateau à papoter tout. Euh, je ne sais pas mon genre, je ne suis pas culottée, j'aime pas déranger. Et là, pourquoi, j'en sais rien, le hasard a voulu que je rentre. Et puis, du coup, moi, je ne les connaissais pas, ces filles-là. Elles faisaient partie d'un groupe de travail qui était très réputé parce qu'elles travaillaient en usine. Donc elles étaient très soudées, mais moi je me suis amenée et elles m'ont accepté malgré que je ne faisais pas partie de leur commando. Et puis j'ai pris l'habitude de venir tous les jeudis et le président de mon association qui lui amenait toujours des élèves et que ces élèves, elles étaient accompagnées par un tout petit groupe de déportés justement qui travaillaient dans cette usine, et bien du coup, me voyant là régulièrement, et un jour, il y en a une qui est tombée malade, alors il me demande de la remplacer. Moi, j'avais jamais parlé comme ça devant les gens, et donc tout de suite, ça a été non. Et puis après, comme il m'a, je dis pas qu'il m'a supplié, mais justement, je peux pas t'obliger si tu veux pas le faire, mais ça m'aurait rendu service. Alors là, comme je voulais lui rendre service, eh bien, j'ai accepté. Et puis depuis, eh ben oui, je parle. Quel était votre lien avec Simone Veil et Marceline? Et Alors, comment vous vous êtes rencontrés? Marceline, je l'ai connue parce que je l'ai connue en prison à Avignon. On a été en prison à Marseille. On a été à Drancy ensemble. Et Marceline, j'ai toujours été avec elle. On a fait les mêmes camps, on a fait les mêmes commandos, mais par contre, j'étais avec elle sans être avec elle, parce qu'elle avait 15 ans, moi j'en avais 19, alors naturellement, ses copines, c'était des copines qui étaient aussi jeunes qu'elle. Mais on a fait exactement le même cas, le même, le même, Parcours? les mêmes, les mêmes, les mêmes lieux. Quoi. Et puis Simone, je l'ai rencontrée le premier jour qu'on est rentré dans le camp. Euh, le travail n'était pas encore obligatoire, mais comme la capo nous a désigné d'office, eh bien, j'étais avec Simone à faire une corvée. Et ce jour-là, il pleut énormément. Habituellement, même quand il pleut, ça n'empêche pas qu'on doit travailler. Et ce jour-là, on passe devant un mirador, vous savez, ces fameux miradors en hauteur. Il est ouvert parce qu'il est en réparation. La capo qui est mouillée aussi et que je ne sais pas, de voir ce mirador ouvert, eh bien, nous pousse pour qu'on puisse se mettre un petit peu à l'abri. Est-ce que j'étais toute seule avec Simone ou est-ce qu'il y en avait d'autres avec nous? Je ne sais pas, je ne m'en rappelle pas. Mais en attendant, on est toutes les deux, on va se mettre l'une dans l'autre pour se réchauffer et puis on va s'endormir. On n'a pas dormi une demi-heure, la capo, quand la pluie a un petit peu cessé, nous a fait sortir et on est à la porte du Mirador quand elle tombe en extase devant Simone. Ah, t'es trop belle, t'es trop belle, t'es trop belle pour être habillée comme ça, t'es trop belle pour... je vais t'amener les robes, et puis tu vas changer de camp. Mais on ne connaît pas encore les lois du camp. Normalement, on ne doit pas ouvrir la bouche.
on vous parle, on vous donne des ordres, vous écoutez, mais vous ne dites rien. Mais comme on ne sait pas ça, quand la Capot dit à Simone, je vais te changer de camp, allons, ça, elle ne veut pas. Ah maintenant, vous pouvez me donner une robe si vous voulez, mais je ne change pas de camp. Moi, je suis avec ma mère et ma sœur et je ne veux pas les quitter. Ben, normalement, cette Capot, qui avait vraiment l'habitude d'être réputée méchante, eh bien, alors qu'elle aurait pu lui dire, mais Midov, mademoiselle, où est-ce que vous vous croyez? Moi, je vous donne un ordre et vous allez l'excuser. Elle aurait pu lui dire, votre mère, votre sœur, elles vont se débrouiller sans vous, moi, vous allez aller là. Eh bien non. Elle lui dit, eh bien, t'emmèneras ta mère et ta sœur. Et du coup, je pense que moi qui étais à côté, la Capot n'a même pas eu un coup d'œil vers moi. C'était Simone qui l'avait, elle était subjuguée par la beauté de Simone. Donc, je pense que Simone a été gênée de voir comme elle l'admirait, mais vraiment une admiration sans borne, alors que moi, elle ne me regardait même pas. Ça fait que quand elle lui a amené les robes, eh ben, elle m'a donné une robe. Et moi, cette robe, j'ai toujours eu l'impression qu'elle m'avait sauvé la vie. J'avais mauvais moral, j'étais mal habillée, on m'avait donné, j'avais eu quelque chose qui me rendait service ou dans les vêtements qu'on m'avait donnés. La nuit même, le lendemain déjà, je ne la retrouvais plus, on me l'avait, on ne dit pas volé, on dit organisé, hein. On me l'avait organisé, donc j'avais mauvais moral, j'avais envoyé papa et Gilbert à la mort. Je croyais que mon neveu était parti aussi en fumée, donc j'ai mauvais moral. Et cette robe, eh ben, ça m'a donné un coup de fouet. Et moi, j'ai l'impression que c'est grâce à cette robe que j'ai pu réagir. Parce que quand on perdait le moral, c'était la mort. Hein. Il ne fallait pas perdre le moral, donc il ne fallait pas penser. Et ben, c'est ce que j'ai fait après. Voilà. Et pour finir, qu'avez-vous à dire à tous ces jeunes C'est-à-dire que jamais, jamais, ils ne connaissent des choses pareilles, et surtout, 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 qu'ils se rendent compte que tout ce qui est arrivé, c'est à cause de la haine. Si Hitler n'avait pas haï les Juifs au point de vouloir leur mort, il n'y aurait peut-être pas eu tout ça qui serait arrivé. Alors c'est ça qu'il faut surtout, surtout, ne pas oublier. La haine, c'est Auschwitz. On a le droit de vivre comme on veut, on a le droit d'être noir de peau, on a le droit d'être rouge de peau, on a le droit d'être juif, d'être musulman, d'être catholique, d'être athée, on a tous les droits, à condition de ne pas vouloir que les autres soient comme vous. Voilà. Donc, partant de là, eh ben, la haine, elle doit disparaître. Voilà. Et j'espère que je serai écouté.